Objets de navigation richement enluminés, les cartes marines sont aussi les vestiges des grandes conquêtes, d'un temps où les empires maritimes européens s'affrontent pour se partager le monde. Au XIIIe siècle, elles apparaissent en Europe à la faveur d'une petite révolution. Avant le premier tiers du XIIIe siècle, on ne parle pas de cartes marines ou de cartes de mer. On donne des indications nautiques de la Méditerranée, mais c'est toujours sous la forme de texte et pas d'images. Un nouveau système de localisation dont les origines exactes restent mystérieuses, mais qui se développe alors que la Méditerranée est agitée par les expéditions des croisés vers le Moyen-Orient. Milieu du XIIIe siècle, Saint-Louis part en Orient. On se dit que peut-être cette élite guerrière avait demandé de bénéficier d'une représentation géographique de l'endroit qui était parcouru. Des auteurs de ces cartes marines n'étaient pas des marins, on va les qualifier de savants, installés dans un port, au contact avec des marins, au contact avec des voyageurs qui apportent des renseignements. Au début, la carte, c'est simplement finalement une construction géométrique avec la rouse des vents. À partir du XVIe siècle, les auteurs vont rajouter une échelle de latitude. Et puis, un peu dans le même temps, à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, apparaît l'échelle de longitude. Au-delà de l'objet de navigation, les cartes marines deviennent des objets de connaissance. Cette carte est aussi une certaine forme d'encyclopédie, puisqu'on y découvre des modes de navigation, des grands mammifères marins, mais également nous avons des indications sur des richesses qui font l'objet de commerce et qui transitent à travers l'Afrique par les routes caravanières. Ivoire, pierres précieuses, mais aussi ces fameuses épices comme la cannelle ou le clou de girofle vendus à prix d'or. Les richesses d'Orient font la convoitise des puissances européennes. La route de l'Orient est une course. Au passage, on y découvrira les Amériques. L'objectif, c'est la découverte du monde, mais l'objectif, il est d'abord commercial, c'est-à-dire la route des épices. Et les grands concurrents, d'abord, ce sont les commerçants arabes. D'abord. Après, ce seront les commerçants européens. Les grandes puissances concurrentes, ce sont d'abord les Portugais et les Espagnols. En 1494, sous l'autorité du pape, le traité de Tordesillas partage le Nouveau Monde en deux. À l'ouest, les territoires découverts reviennent aux Espagnols, à l'est aux Portugais. Les cartes marines prennent alors un enjeu politique. On les met au secret pour en conserver jalousement les informations, ou mieux encore, on les dessine à son avantage. On a une carte portugaise qui est conçue justement pour affirmer l'emprise territoriale du Portugal sur justement ce qui était l'enjeu important de l'époque, les îles aux épices. L'auteur fait figurer les îles aux épices dans le domaine portugais, or il se trouve qu'il était dans le domaine espagnol. Très vite, les autres empires maritimes européens vont se lancer à la poursuite des Portugais et des Espagnols. Dès 1524, François Ier va décider de ne pas se conformer à ce partage du monde et a envoyé un navigateur pour les intérêts de la France, qui s'appelait Verrazzano, pour tenter de découvrir les côtes canadiennes, par exemple. Au XVIIIe siècle, le perfectionnement des outils de localisation met un point final aux cartes marines.